Esquisse pyrrhonienne de Sextus Empiricus. Introduction. Sextus Empiricus fut un auteur hellénistique obscur et sans originalité. Nous ne connaissons presque rien ni de sa vie ni de sa carrière. Écrit Richard Popkin dans un livre aujourd'hui classique. Peut-être un bref rappel du destin de l'œuvre de cet auteur sceptique nous aidera-t-il à corriger un peu ce jugement négatif. Il est vraisemblable que Sextus Empiricus a vécu vers les 2e et 3e siècles de l'ère chrétienne. Diogène Laërce le cite comme avant-dernier membre d'une lignée de sceptiques éminents. Mais cela ne nous aide guère à le situer chronologiquement, puisque nous ne savons pas exactement quand vécut Diogène. Sextus lui-même nous dit qu'il était médecin. Il est, avec Platon, Épictète et Plotin, le seul philosophe antique dont nous ayons des écrits importants authentiques, dans l'état où il les avait lui-même composés. Il nous reste de lui 3 ouvrages. Les esquisses pyrrhoniennes sont données par Sextus comme une sorte de résumé de la doctrine sceptique. Très souvent, il invoque ce caractère d'esquisse pour justifier son traitement relativement bref d'une question. Les esquisses comportent 3 livres. Le livre 1 est une introduction générale à la philosophie sceptique, dont il définit les grandes orientations et les principaux termes et formules, ainsi que les rapports avec les autres courants philosophiques. Les 2 autres livres entendent réfuter les systèmes dogmatiques. Nous verrons plus loin comment il faut entendre ce terme, en suivant le plan généralement adopté dans l'exposé de la philosophie: logique, physique, éthique. Cette tripartition que Sextus rattache aux stoïciens et à certains autres, mais qui semble en fait remonter à l'Académie et plus précisément à Xenocrate, était fermement établie parmi la majorité des philosophes depuis au moins 4 siècles. Le livre 2 traite de la partie logique de la philosophie, le livre 3 des parties physiques et éthiques. Le dernier ouvrage qui nous est parvenu de Sextus Empiricus est un traité en 5 livres, contre les dogmatiques. Les 2 premiers livres, contre les logiciens, 1 et 2, réfutent non pas tant des logiciens au sens moderne du terme, que les thèses de la partie logique des différentes philosophies, c'est-à-dire les différentes théories de la connaissance, avec le contre les physiciens en 2 livres et le contre les moralistes en 1 livre. Ce contre les dogmatiques est donc en fait un contre les philosophes et couvre le même champ que les 2 derniers livres des esquisses pyrrhoniennes. Cette communauté d'objets est un atout remarquable pour celui qui étudie, et a fortiori pour celui qui traduit. Les esquisses pyrrhoniennes, puisque d'un ouvrage à l'autre, Sextus soutient les mêmes thèses, souvent en des termes identiques ou voisins, à l'aide des mêmes exemples. Cette dualité permet parfois de lever l'ambiguïté de l'une des versions, que cette ambiguïté soit due à une difficulté proprement conceptuelle ou à une mauvaise transmission matérielle du texte. L'étude des nombreux décalages entre les 2 versions, dont la plupart pourraient passer inaperçus aux yeux d'un lecteur pressé, est d'ailleurs un exercice nécessaire, parfois fastidieux, mais souvent passionnant, à qui veut étudier Sextus et le scepticisme antique en spécialiste. Dans la présente traduction des esquisses pyrrhoniennes, certains des passages parallèles du traité contre les dogmatiques sont indiqués en notes, notamment et presque exclusivement pour les raisons que l'on a dites dans le cas des livres 2 et 3. Ce choix de passages parallèles ne prétend pas à l'exhaustivité. Pour y parvenir, il lui fallut quasiment imprimer les 2 textes face à face, mais entend signaler les rapprochements qui ont paru textuellement utiles ou théoriquement signifiants au traducteur, alors qu'il affrontait le texte des esquisses. Vient enfin le traité contre les savants, ou plus précisément contre ceux qui enseignent la science, les sciences. De ce fait, parfois appelé contre les professeurs, souvent désigné sous son titre latin Adversus Mathematicos. En 6 livres, contre les grammairiens, les rhéteurs, les géomètres, les arithméticiens, initialement ces 2 derniers livres n'en formaient sans doute qu'un, les astronomes et les musiciens. Malheureusement, on a pris l'habitude de citer les 2 derniers traités, contre les dogmatiques et contre les savants, sous le même nom d'Adversus Mathematicos, l'ouvrage comprenant alors 11 livres. 1 contre les grammairiens, 2 contre les rhéteurs, 3 contre les géomètres, 4 contre les arithméticiens, 5 contre les astronomes, 6 contre les musiciens, 7 et 8 contre les logiciens, 9 et 10 contre les physiciens, 11 contre les moralistes. Pour nous conformer à l'usage, nous citerons donc l'ensemble de ces textes, le titre d'Adversus Mathematicos, abrégé en AM. Il semble par ailleurs avéré que Sextus Empiricus avait composé d'autres ouvrages aujourd'hui perdus.
Ainsi se crédite-t-il lui-même de mémoires médicaux, dont on peut se demander s'ils sont identiques aux traités empiriques qu'il s'attribue. Quant au traité de l'âme, auquel Sextus fait allusion, peut-être est-ce pour l'auteur une façon de citer les passages de ses propres ouvrages consacrés à l'âme. Jusqu'à présent, les interprètes avaient tendance à penser que les esquisses pyrrhoniennes avaient précédé les autres ouvrages. Ma relecture des esquisses m'a convaincu que cette position commune ne se justifiait pas. Dans les passages pour lesquels nous possédons un texte parallèle dans l'Adversus Mathematicos, les esquisses m'ont plutôt laissé l'impression d'un ouvrage non seulement plus écrit que les autres traités, mais aussi doctrinalement plus élaboré, comme si par rapport à ces autres textes, Sextus avait fait avancer sa réflexion en tenant compte d'éventuelles critiques. Certains des meilleurs interprètes du scepticisme antique ont d'ailleurs confirmé cette impression sur quelques points précis. Ainsi, Jacques Brunswick, dans un article justement célèbre, a montré que si l'on compare les deux versions données par Sextus de la définition de la démonstration, l'une dans l'Adversus Mathematicos, l'autre dans les esquisses pyrrhoniennes, on est amené à considérer la seconde comme une amélioration de la première, due à une démarche plus achevée de la part d'un logicien qui avait sans doute tenu compte des remarques et des objections provoquées par la publication de l'Adversus Mathematicos. Remarquons aussi que le premier livre des esquisses pyrrhoniennes, qui est une sorte de traité sur la nature, les contours, les buts du scepticisme, n'a pas de parallèle dans l'Adversus Mathematicos, bien que nombre d'éléments qui le composent soient dispersés dans les 11 livres. Il me semble que cela indiquerait plutôt que ces matériaux épars ont donné lieu à une récapitulation à un discours unique. En fait, ce catalogue des œuvres de Sextus Empiricus, à lui seul, nous donne peut-être une indication importante sur l'époque de leur composition. On voit en effet Sextus reprendre la division de la philosophie en logique, physique et éthique, puis s'intéresser aux sciences particulières. Il y a là la trace d'une réorganisation du savoir qui avait commencé dès le début de l'époque hellénistique. À côté d'une philosophie qui se considérait comme un savoir total, s'étaient alors développées des disciplines scientifiques autonomes. On peut même ajouter que sur ce point, Sextus n'est pas à proprement parler du côté des novateurs. Sa position serait plutôt proche de celle des grands stoïciens des 3e et 2e siècles avant notre ère, qui, tout en prenant acte de cette autonomie croissante des sciences, s'étaient efforcés de maintenir la philosophie à sa place royale. Sextus semble en tout cas sur ce point précis en retard sur des penseurs stoïciens comme Posidonius, 1er siècle avant Jésus-Christ, qui avait poussé fort loin cet affranchissement des sciences par rapport à la philosophie. Mais il faut surtout remarquer que lorsque Sextus Empiricus parle du cycle de l'enseignement tel qu'il est pratiqué à son époque, il emploie bien l'expression consacrée de cycle des études, encyclia mathemata, mais ignore en revanche, semble-t-il, la division qui aura cours jusqu'au Moyen-Âge du trivium, grammaire, rhétorique, dialectique, et du quadrivium, géométrie, arithmétique, astronomie, musique. Ce qui n'a pas manqué de plonger les interprètes dans la perplexité, tant que l'on a considéré comme établies les thèses d'Henri-Aimé Marroux, qui, dans son Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, faisait remonter cette division à Varron et à Dénis le Thrace, 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais il se trouve, Hadot a récemment montré de façon tout à fait convaincante que le trivium ne se constitue réellement comme tel qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, même si des éléments de la nouvelle organisation peuvent évidemment se repérer bien auparavant. Il se peut que Sextus néglige volontairement cette nouvelle réalité pédagogique, et cela pour deux raisons possibles, l'une d'ordre chronologique. Quand en logique et en morale Sextus s'oppose à Zénon ou à Chrysippe, il n'a que faire du trivium et du quadrivium. Pour une raison d'école aussi, les stoïciens ont mis plus longtemps à accepter la nouvelle division du savoir, dont il se trouve Hadot montre qu'elle s'est principalement développée dans les milieux platoniciens. Mais en estimant que Sextus n'aurait pas pu passer sous silence une distinction aussi importante, s'il avait connu, on pourrait trouver là un argument pour placer Sextus assez tôt dans le IIe siècle. On a souvent écrit que Sextus Empiricus était tombé presque aussitôt dans l'oubli, et ce jusqu'à la brusque réapparition de ses œuvres au milieu du XVIe siècle. L'érudition moderne est en train, par petites touches, de changer ce tableau. Sextus était connu des pères grecs, de l'Église et des Byzantins. Il existe au moins 3 manuscrits d'une traduction latine complète des esquisses pyrrhoniennes datant du XIIIe ou du XIVe siècle. On ne voit pas bien sur quoi tous les interprètes se sont fondés jusqu'à présent pour affirmer que cette traduction n'a eu pour ainsi dire aucune influence.
Des manuscrits grecs de Sextus parvinrent en Occident, ramenés par Francesco Filelfo en 1427. Dès lors, toute l'élite intellectuelle italienne connut ses œuvres. Schmitt cite Giovanni Aurispa, le cardinal Bessarion, Francesco Patrisi, Ange Policien, Marsile Ficin, Pic de la Mirandole et son neveu, Savonarole, dit en avoir eu une traduction complète. Il faut pourtant reconnaître qu'à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance italienne, il n'est pas encore possible aux sceptiques anciens de faire entendre leur voix dans un débat philosophique largement dominé par l'aristotélisme, puis le renouveau platonicien. Il est vraisemblable que l'on découvrira de nouvelles preuves d'une présence plus importante de l'œuvre de Sextus Empiricus dans l'Occident médiéval et renaissant. Il n'en reste pas moins que la traduction latine des esquisses pyrrhoniennes par Henri Estienne en 1562, ainsi que l'édition avec traduction de l'Adversus Mathematicos par Jeancien Hervé, publié 7 ans plus tard, doivent sans aucun doute être considérés comme un événement de première importance dans l'histoire intellectuelle de l'Europe occidentale. Sans doute le passage du manuscrit à l'imprimé, quelle que soit la faiblesse des tirages de l'époque, a-t-il contribué à répandre les œuvres de Sextus. Mais il sera facile de trouver des textes imprimés avant ceux de Sextus, qui n'ont pas eu le retentissement de ceux-ci. La véritable raison du vertige sceptique qui va saisir l'Europe est ailleurs. L'heure de la renaissance du scepticisme ancien est venue, et comme Sextus Empiricus en offre l'exposition la plus complète, il n'est pas exagéré de comparer son influence dans le monde latin à celle d'Aristote au XIIIe siècle ou de Platon au XVe siècle. Même s'il reste un grand nombre d'interprétations à rectifier, de textes à découvrir et de filiations insoupçonnées à mettre en évidence, l'histoire de l'appropriation du scepticisme ancien par les penseurs européens des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles est aujourd'hui assez bien connue grâce notamment à des travaux comme ceux de Popkin et Schmitt. Dans un univers brusquement dilaté par la découverte de l'Amérique, ébranlé par la crise religieuse de la Réforme, émerveillé par la redécouverte de l'Antiquité, beaucoup d'intellectuels ont vu dans le scepticisme la réponse aux terribles défis lancés par la diversité et l'instabilité des choses de ce monde. C'est sans conteste Montaigne qui sut le premier tirer parti des textes sceptiques anciens pour apporter des réponses aux problèmes de son temps. Si les positions religieuses réelles de l'auteur des essais sont encore, et sans doute pour longtemps, objet de débat, ces options sceptiques ne font en revanche aucun doute. Il n'est que de relire en parallèle les esquisses pyrrhoniennes de Sextus et l'apologie de Raymond Sebon. On voit que Montaigne tient sa connaissance du scepticisme antique de Sextus Empiricus. Les tendances sceptiques de la pensée antique étaient certes connues par d'autres textes que ceux de Sextus Empiricus. Ainsi, les thèses de la Nouvelle Académie n'ont cessé d'être présentes à la fois à travers le Contra Academicos de Saint-Augustin et les académiques de Cicéron, tandis que les grands moments de l'école pyrrhonienne étaient accessibles dans l'ouvrage de Diogène Laërce, Vie, doctrine et sentences des philosophes illustres, dont une traduction latine existait dès le premier tiers du XVe siècle. Mais ce que Montaigne et ses compagnons vont découvrir avec Sextus Empiricus, c'est l'exposition complète par l'un de ses partisans déclarés de la philosophie sceptique la plus pure, celle qui prétendait descendre de Pyrrhon. Ce n'est qu'après la publication de l'œuvre de Sextus, écrit Popkin, que le scepticisme devint un mouvement philosophique important, en particulier grâce à Montaigne et à ses disciples. Pour donner une idée de l'importance du scepticisme dans les querelles intellectuelles de la Renaissance, on peut rappeler un exemple particulièrement remarquable, lui aussi bien connu grâce aux travaux de Popkin. On a vu principalement en France des théologiens catholiques, notamment jésuites, recourir à une argumentation sceptique contre leurs adversaires réformés. Leur raisonnement était à peu près le suivant. Les philosophes sceptiques ont démontré que les humains ne sont pas capables de trouver un critère de vérité qui leur permette de donner leur assentiment à des propositions portant sur autre chose que les purs affects éprouvés à un moment donné par le sujet sentant. Comment oser, dans ces conditions, laisser à la raison humaine le soin de trancher des questions aussi importantes que l'interprétation de l'écriture? Si le réformé répond qu'il le fait en étant illuminé par la grâce divine, il conviendra de lui demander toujours dans la veine sceptique sur quels critères il se fonde pour affirmer qu'il est illuminé plutôt qu'il ne l'est pas. Seule la soumission aveugle au magistère de l'Église peut donc permettre d'échapper au vertige sceptique. Voilà donc des catholiques rangeant les protestants parmi les dogmatiques,
réfuté par Sextus et le scepticisme enrôlé sous la bannière de la Sainte Église romaine. Commençons donc par le commencement, en nous demandant si le scepticisme a un commencement. Même si nous nous cantonnons à la philosophie grecque et à son évolution, le scepticisme est d'une certaine manière une vieille histoire. Selon Diogène Laërce, certains sceptiques se donnaient comme ancêtres rien de moins qu'Homère, les sept sages, Xénophane, Zénon d'Élée, Démocrite, Empédocle, Héraclite et Hippocrate. Certes, il est assurément facile de trouver chez chacun de ces auteurs des déclarations selon lesquelles l'opinion est instable. La vérité des choses nous échappe, et il ne faut sans doute pas exagérer l'importance de telles sentences, surtout quand elles nous ont été transmises par le seul Sextus Empiricus à l'appui de sa thèse de l'ancienne de l'attitude sceptique, et que l'on connaît la désinvolture avec laquelle les anciens faisaient leurs citations. Il n'y en reste pas moins qu'il y a une sorte de courant sceptique dans la pensée grecque, et que somme toute, cela n'est pas pour nous surprendre. Le développement de la pensée rationnelle, à partir des premiers physiologues, en détruisant le relatif confort des explications mythiques, a suscité maintes réactions d'opposition et de contestation. Réactions des tenants de la pensée traditionnelle, d'abord, qui n'ont cessé de prédire aux hommes qu'ils auraient à payer au prix fort leur orgueil intellectuel. N'a-t-on pas accusé Socrate d'être un physiologue ? Mais réactions aussi des philosophes eux-mêmes, et c'est bien l'existence d'une sorte de tendance sceptique parmi eux que Diogène Laërce reconnaît implicitement en regroupant avec les sceptiques proprement dits, dans le livre 9 de son ouvrage doxographique, des philosophes par ailleurs aussi différents qu'Héraclite, Xénophane, Parménide, Mélissos, Zénon d'Élée, Leucippe, Démocrite, Protagoras, Diogène d'Apollonie et Anaxarque. Depuis que la philosophie existe, il s'est toujours trouvé des philosophes pour en contester les prétentions. Qu'on se rappelle, par exemple, les déclarations d'Aristote dans le livre Gamma de la métaphysique, selon lesquelles il existait de son temps ou avant lui des sceptiques si radicaux qu'ils mettaient en cause jusqu'au principe de non-contradiction. De même est-il difficile de ne pas voir dans le traité du non-être de Gorgias un défi, le plus radical possible adressé à ce qui se présentait comme la base même sur laquelle les philosophies étaient assises, l'existence du monde extérieur, sa cognoscibilité et la possibilité de transmettre dans un discours rationnel la connaissance ainsi acquise. Mais ces courants, tendances et ébauches ne sauraient constituer un véritable mouvement philosophique. C'est à l'époque hellénistique que les différents aspects du scepticisme antique vont réellement prendre une forme nouvelle et se développer. Même si les sceptiques ont refusé de se couler dans le moule commun en s'érigeant en école philosophique. Il se constitue bel et bien, dans les quelques décennies qui suivent la mort d'Aristote, une philosophie sceptique. Brunswick remarque avec raison qu'Aristote et ses prédécesseurs s'étaient interrogés avec la vigueur et la minutie que l'on sait sur la nature, la genèse et les structures du savoir, pas sur son existence ou sa possibilité. Quoi qu'on ait pu en dire, il semble bien que dans la critique qu'il fait des sceptiques, dans le livre Gamma de la métaphysique, Aristote n'ait pas l'impression que la possibilité de connaître fasse l'objet d'une menace très sérieuse. En revanche, en voulant établir avant toute chose qu'il existe un critère de la vérité, c'est-à-dire qu'un savoir vrai est possible, les stoïciens et les épicuriens paraissent devoir faire face à un défi que les philosophes des générations antérieures avaient ignoré ou n'avaient pas pris au sérieux. Peut-être faut-il voir dans cette perte de la foi dans les capacités gnoséologiques des humains l'un des contre-coups théoriques de l'instauration sur les ruines des cités grecques indépendantes de l'époque d'incertitude et d'esclavage universel décrite par Hegel. Le temps qui vit s'instaurer le scepticisme n'est pas sans ressemblance avec celui qui, 19 siècles plus tard, le redécouvrit. Dans l'état actuel de nos textes, nous pouvons dire que ce défi adressé à la philosophie, concernant la possibilité même du savoir, a été d'abord lancé d'une façon plus pratique que théorique par Pyrrhon, avant d'être développé sous la forme d'une argumentation dialectique par les deux courants du scepticisme antique que sont la Nouvelle Académie et les sceptiques pyrrhoniens proprement dits.